Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter donc, la partie Wikipédia, donc, qui est directement dans la continuité de ce que se présentait Sébastien Broca, mais aussi ce que présentait Christian Quest lors de la précédente table ronde. Alors, je me présente très rapidement. Je suis contributeur sur Wikipédia depuis 2006. Je publie régulièrement des articles sur Wikipédia depuis sur 89. Et bon, je développe un peu ce lien entre Wikipédia et les biens communs. Donc là, vous pouvez voir ici des exemples tirés de mes billets. Et également, donc je suis également, je me suis orienté entre temps vers une carrière universitaire, alors que quand j'ai commencé à contribuer à Wikipédia, j'étais juste au début de mes études. Ce qui fait que je commence à m'intéresser également à Wikipédia, excusez-moi, comme objet de recherche. Donc notamment, par exemple, j'ai créé cette infolettre des recherches sur Wikipédia, que j'ai plus trop le temps d'alimenter, mais enfin bon, qui fonctionne quand même encore. Donc voilà pour préciser à peu près. Alors, présentation, elle va être en deux temps. D'abord, je m'intéressais à Wikipédia comme bien commun de la connaissance. Donc, on va voir que c'est quand même assez proche de ce qu'on peut voir sur le logiciel libre. Et ensuite, sur la question de la gouvernance. Donc, Wikipédia comme communauté gérant son bien commun et voir justement s'il y a des solutions de continuité entre, d'une part, ce statut du savoir comme savoir libre et la gestion de la communauté. Donc, on va voir un peu tout ça. Alors d'abord, un truc qui est très intéressant avec Wikipédia, c'est que c'est un projet qui n'était pas du tout conçu pour être un projet sous bien commun. Initialement, ça dérive d'une entreprise qui s'appelle Nupedia. Donc c'est une encyclopédie commerciale classique, comme l'Encyclopédia Universalis, donc voilà, donc l'idée c'est que c'est des gens qui payent pour obtenir un contenu encyclopédique. Et entre-temps, les cofondateurs de Nupedia, donc c'est un entrepreneur californien qui s'appelle Jimmy Wells et un universitaire qui s'appelle Larry Sanger, se sont dit, bah tiens, ce serait peut-être chouette d'ouvrir une partie communautaire où les gens pourraient créer des choses. Donc initialement, Wikipédia, c'est juste une annexe communautaire de Wikipédia qui n'était pas censée avoir d'importance que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, les communs sont venus à coloniser une entreprise. C'est-à-dire que la partie communautaire a progressivement complètement phagocyté Wikipédia, qui était complètement donné entre-temps, et ce qui fait que finalement, Jimmy Wales s'est orienté vers a fini par créer une fondation bénévole, alors qu'initialement c'est un entrepreneur, donc il a créé la Wikimedia Foundation en 2003, et donc association qui est représentée en France par Wikimedia France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu un sentiment de renversement par rapport à la relation usuelle entre les communs et le monde marchand, où idéalement c'est plutôt les communs qui sont appropriés par le monde marchand, et là on a l'exemple typique dans les écrits d'Elinor Ostrom qui parle effectivement de l'appropriation des terres dans les pays notamment en voie de développement. Et là, c'est le phénomène inverse qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu une entreprise marchande qui était récupérée par une logique de bien commun et d'organisation autonome par une communauté. Donc là, c'est vraiment ce phénomène que je trouve très intéressant avec Wikipédia, qui est un peu différent par rapport au niveau du logiciel libre, où là, ça part vraiment à intention explicite à un moment donné. Là, on est sur quelque chose qui a échappé finalement à l'intention initiale. Alors, Wikipédia, alors je parle juste de Wikipédia, mais en réalité, Wikipédia, c'est aussi plein d'autres projets. Donc, il y a Wikipédia, donc, qui est l'encyclopédie. Mais donc il y a plein d'autres projets qui forment un écosystème de la connaissance libre qui est vraiment très cohérent et très structuré et qui couvre la plupart en fait des types de connaissances. Donc il y a Wikimedia Commons, donc là on voit très bien le lien avec la notion de bien commun qui est pour les images. On a également le Wiktionnaire, donc là c'est un dictionnaire en ligne. On a, bon là je trouve uniquement les principaux, Wikisource, donc là qui est une bibliothèque en ligne, recouvre essentiellement des ouvrages dans le domaine public mais aussi des ouvrages sous licence libre. Et on a Wikidata, donc qui est un peu le dernier né de cette affaire, donc qui est une grosse base de données qui est déposée dans le domaine public et qui vise donc à créer une sorte de grande base de données, une grande base de données de la connaissance libre. Wikipédia, ça fonctionne essentiellement. Donc déjà, pourquoi est-ce que Wikipédia c'est des biens communs? Parce que c'est passé sous licence libre. Donc là, on a donc cette licence donc, qui s'appelle CC BY SA. Donc ouais, c'est celui-ci. Donc c'est by SA, donc à la fois donc, obligation d'attribution, mais aussi, donc on a déjà parlé, l'obligation du partage à l'identique. C'est-à-dire qu'une fois que c'est mis sur Wikipédia, ça ne pourra jamais être à nouveau privatisé. Il faut toujours préserver la licence originale. Donc on est vraiment dans une logique de refus des enclosures par rapport à ça. Donc déjà dans la philosophie même strictement légale du projet, on est dans cette optique de bien commun. Et ensuite également, donc c'est également aussi, Wikipédia est un bien commun par sa visée, par sa fonction. Donc d'abord, c'est une encyclopédie qui est extrêmement lue. Donc en France, il y a en moyenne 20 millions de visiteurs uniques par mois. Dans le monde, on est à environ 500 millions de visiteurs uniques pour l'ensemble des projets Wikimedia, dans toutes les discriminations linguistiques. Également, ce qui est intéressant, c'est que ça change aussi le rapport à la connaissance. C'est-à-dire que dans une encyclopédie classique, on reçoit quelque chose,
Mais là, on peut recevoir une possible donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, la possibilité justement de modifier Wikipédia, qui d'un seul coup place chacun dans son rôle finalement de contributeur potentiel à l'écosystème de la connaissance, indépendamment de son cursus, de ses origines sociales, etc. Alors, c'est vrai que sur Wikipédia, bon, il y a effectivement quand même des biais de représentation par rapport à la population générale. C'est clair qu'on voit beaucoup plus d'universitaires que ce qu'on verrait normalement si les populations contribuaient. Néanmoins, je remarque qu'il y a quand même une représentation élargie par rapport à ce qui se fait traditionnellement en champ des savoirs. Et là, effectivement, on voit des gens d'extraction plus modeste qui contribuent, effectivement. Donc, il y a des retraités, il y a des ouvriers, enfin, il y a vraiment, en fait, un élargissement quand même assez large quand même de la manière dont les gens contribuent, même si c'est pas aussi large que ce qu'on voudrait, mais enfin bon, il y a quand même effectivement cet élargissement qui est bien là. Et puis également aussi, cet élargissement, on le voit au travers d'un autre projet, donc là je prends un exemple particulier, c'est le lien avec donc le développement et la diffusion de la connaissance dans les pays en voie de développement. Donc là, c'est un très beau projet de Wikimedia France qui s'appelle Afripedia, parce qu'on s'est rendu compte que les universités africaines avaient un peu une double peine, c'est-à-dire qu'à la fois, elles n'ont pas les moyens de s'abonner à des revues scientifiques de référence, et en même temps, elles ne peuvent pas profiter des cours en libre accès sur Internet parce qu'elles n'ont pas un bon réseau. Donc l'idée, c'est de développer ce projet Afripedia. Donc Afripedia, c'est tout Wikipédia et éventuellement tous les projets Wikimedia sur une clé USB qu'on va ensuite connecter à l'intranet de l'université. Ce qui fait donc que tout le monde pourra se réapproprier cette ressource. Et là, on voit l'avantage finalement que Wikipédia s'est publié sous licence libre, c'est que à nouveau, ça peut servir à ce type de projet. Ça peut être copié, réutilisé, on peut même défrayer la clé USB si besoin. Et donc voilà, donc là, toutes les universités africaines qui ont été partenaires de ce projet et qui a vraiment donc essaimé. En lien donc, avec un projet qui s'appelle Kiwix. Et donc là, il y a eu plusieurs ateliers de contribution qui ont été faits aussi. Donc on voit vraiment qu'il y a quand même cette portée assez forte de Wikipédia comme bien commun de la connaissance. Maintenant, j'en viens au second temps, qui est Wikipédia comme communauté organisée. Alors, c'est quoi celui-ci? C'est encore avant. Voici. Alors, Wikipédia comme communauté organisée. Alors, c'est vrai que c'est un truc qui étonne énormément les gens lorsque je parle de Wikipédia à l'extérieur, et je pense que c'est le même problème pour tous les projets libres finalement, c'est qu'on se dit mais c'est bizarre comme truc, c'est quoi le rédacteur en chef qui s'occupe de valider finalement les écrits, comment ça se gère, c'est assez bizarre. Et on a eu un cas un peu emblématique avec l'affaire de la DCRI en avril dernier. Donc la DCRI, c'est un service d'espionnage français qui avait convoqué un Wikipédien en lui disant de supprimer une page sur une base militaire parce qu'elle contrevenait à la confidentialité de l'information, même si par ailleurs c'était publié déjà sur le net, mais bon. Et en disant, voilà, vous allez me supprimer cette page, et par contre c'est qui le rédacteur en chef pour qu'on rapporte cette information, etc. Donc il y a une vraie méconnaissance des projets, comment ils fonctionnent. Et donc Wikipédia, c'est une communauté, enfin des communautés, parce que chaque version linguistique est autonome, chaque projet même de la fondation Wikimedia est autonome, donc c'est une communauté auto-organisée, donc il n'y a pas de hiérarchie a priori. Et il y a vraiment une structuration autonome, et là ça rejoint effectivement ce que j'ai déjà dit sur l'historique de Wikipédia, qui est que Wikipédia s'est créé spontanément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu à un moment donné quelqu'un qui a décrété on va créer Wikipédia, mais il y a des gens qui d'un seul coup se sont agrégés sur ce projet et l'ont entraîné beaucoup plus loin que ce qu'on voulait initialement y voir. Donc comment fonctionne justement cette scène de communauté? Parce qu'on peut dire mais comment est-ce qu'en fait en mettant simplement tous les gens ensemble et sans aucune contrainte formelle a priori réussir à créer quelque chose de cohérent? Donc là il y a plusieurs choses qui expliquent ceci. Voilà. Il y a plusieurs choses qui expliquent ceci. D'abord, l'infrastructure technique. Ça, je pense que c'est quand même assez important. C'est que Wikipédia, en fait, est un wiki. Donc, c'est un fichier particulier qui fait qu'on rajoute chaque information qui va ensuite être indexée dans l'historique. Donc, toutes les versions des articles sont indexées sur Wikipédia, toutes les versions antérieures, et on peut à chaque moment y revenir. Ça, c'est un truc qui est assez important parce que ça contribue à désacraliser la décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce fait que votre décision va être prise une fois pour toutes et il faut vraiment que tout le monde soit d'accord, donc de préférence il y a quand même un chef pour à la fin mettre son argument là-dessus. Non, chacun peut contribuer à tout moment et si jamais il y a une erreur qui est faite, c'est pas grave, on va revenir en arrière, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais échoué, donc quelque part ça permet de désacraliser la décision. Et là on peut voir, donc, par exemple, c'est l'article bien commun, donc bon, je fais une petite approche un peu méta. Donc voilà, donc là c'est l'historique de l'article bien commun, et là vous pouvez voir que bon, il y a plein de gens qui ont fait des modifications. Certaines certaines qui sont vraiment pas très importantes, certaines qui ont pu être effacées. Donc voilà, donc là il y a des annulations, modifications, etc. On a pu discuter pour voir ce qui était possible de faire et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a toute une vie derrière qui fait que à l'échelle de l'article, en fait, on n'a pas besoin d'organisation a priori. Il y a toute possibilité que chacun peut bien déposer son grain de sel et si jamais c'est pas bon, bah, ça sera remis en cause et on va discuter ensemble pour améliorer l'article.
Donc voilà, déjà simplement, et d'ailleurs en lien avec ceci, donc il y a ce fameux principe essentiel qui s'appelle n'hésitez pas. Donc là, c'est un des principes fondateurs de Wikipédia, qui est donc l'idée n'hésitez pas à faire quelque chose, c'est pas grave, si jamais c'est pas bon, on vous le dira, on mettra ça en arrière, et ainsi de suite. Alors, on peut dire oui, mais en même temps, ça suffit pas, parce que comment est-ce qu'on va avoir un contenu assez cohérent à partir de là, si chacun se met à modifier dans son coin, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une sorte d'outil social, si on peut dire, qui s'est mis en place, qui était assez bien identifié par deux sociologues français, donc c'est Dominique Carton et Julien Levrel, et ce qu'ils appellent en fait la vigilance participative. C'est-à-dire que chaque Wikipédien est un contributeur, ça c'est vrai, mais chaque Wikipédien est aussi un évaluateur. C'est-à-dire qu'on va tous être le juge de ce que l'autre va faire, et on a des outils pour l'évaluer. Donc là, pardon, typiquement, mon outil, c'est la liste de suivi. Donc là, voilà, donc j'ai plein d'articles dans ma liste de suivi. Je peux voir toutes les modifications qui ont été faites. Et ce qui fait que si jamais il y a des modifications qui me semblent aberrantes, je peux revenir dessus. À nouveau, je peux revenir en arrière. Donc là, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est revenu sur une version précédente. Et je peux à chaque fois identifier exactement sur savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, donc par exemple ici, on a ce qu'on appelle un div. Donc en fait, on a plein d'outils techniques qui justement permettent de faciliter cette évaluation de chacun par chacun. Un autre outil intéressant également, donc là on rentre un peu dans le dur, mais ce qui s'appelle LiveRC. Donc là c'est un outil qui passe toutes les modifications qui passent en temps réel sur Wikipédia, et donc il y a des contributeurs bénévoles qui surveillent à chaque fois ce qui se passe et qui voient si jamais, qui évaluent rapidement en fait pour voir si jamais c'est aberrant ou pas. Si jamais c'est pas aberrant, bah là éventuellement un contributeur qui a son article dans sa liste de suivi pour évaluer si jamais c'est une connaissance valable ou pas. Donc voilà, donc là c'est pour l'aspect vigilance. Et après, au niveau de la formulation des règles, il y a cette... bon, ça je verrai ça après. Donc là, voilà, c'est l'article de Dominique Cardon. Après, au niveau de la création des règles, il y a une pratique qui s'est vraiment généralisée sur Wikipédia, qui est un peu l'idée du qui ne dit mot consent. Et ça, c'est un truc qui me semble vraiment essentiel à mettre, dès qu'on veut mettre en place une organisation structurelle sur les communs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à vouloir que tout le monde prenne la parole à un moment donné. Il ne faut pas commencer à organiser un référendum général, parce que là, on n'est pas sûr que les gens soient intéressés ou pas. Ils connaissent forcément les enjeux. L'idée, c'est plutôt, on fait des choses, donc il n'y a pas d'opposition, on va les faire. Et c'est ça qui explique que l'organisation de Wikipédia, elle est très fluide, très liquide. Il y a plusieurs outils qui peuvent être mis en place selon que la décision est plus ou moins consensuelle, donc il y a un peu une granularité de la prise de décision. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un truc qui paraît tellement évident, on va simplement modifier. Éventuellement, on peut faire une discussion, ou on peut également poser des décisions qui sont plus larges, qui peuvent poser plus de soucis, ouvrir un sondage, voire une prise de décision, donc des procédures plus formalisées. Mais à nouveau, on peut voir qu'il y a vraiment une granularité par rapport à ça, avec cette idée que, voilà, selon le type de décision à mettre en place, on va mettre en place des outils plus ou moins formalisés. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais toute la communauté qui va voter sur quelque chose, mais uniquement les gens qui ont repéré ça et qui se disent, bah tiens, là j'ai mon avis là-dessus, je vais l'exprimer. Et donc c'est une manière assez efficace finalement d'éviter de perdre trop de temps et d'avoir une saisie à la fin d'informations qui soit en même temps démocratique, parce que bon, chacun est libre de voir son avis et l'exprimer, mais qui est en même temps assez efficace au sens où on ne va pas perdre du temps à attendre tous les avis. Enfin, je vais conclure sur un dernier point donc, qui fait vraiment le lien avec ce que disait Sébastien, donc, qui est là, donc là voilà un exemple de sondage. Donc la question de la préservation des communs. Et là c'est vrai que les communautés wikipédiennes sont devenues très sensibilisées à ça. Et c'est un processus assez progressif en fait. Je pense effectivement, tu as raison de le souligner, c'est que initialement les communautés wikipédiennes, c'est des gens très divers, donc qui n'ont pas forcément de commun entre eux. Mais progressivement, à force de faire une encyclopédie ensemble, d'être confrontés ensemble aux mêmes limites, aux mêmes risques d'enclosure, ils sont amenés finalement à se créer quand même un socle de valeurs communes, à le faire émerger progressivement. Et là, le cas emblématique depuis 2-3 ans, c'est l'avènement en fait de grèves wikipédiennes, c'est-à-dire de versions de Wikipédia qui vont se mettre en grève par opposition avec un risque d'enclosure. Et donc, bon, tu as déjà cité effectivement l'opposition à la SOPA, donc la loi américaine qui visait à mettre en place des contrôles beaucoup plus stricts pour la propriété intellectuelle, avec le risque beaucoup d'abus en fait, puisque c'était possibilité de passer outre l'institution judiciaire. Et donc sur Wikipédia, il y a donc une opposition très large. Donc voilà ce qu'on pouvait voir sur la Wikipédia anglophone je ne sais plus exactement quel jour de janvier 2012. Donc voilà, toutes les pages étaient redirigées là-dessus, et il y a cette idée Wikipédia actuellement mis en bandeau noir. Il y a tout un vote de la communauté là-dessus, on s'est mis d'accord sur ça, et parce qu'on considère que l'encyclopédie est menacée par ce projet de loi, et donc vous avez intérêt à vous mobiliser si vous voulez que nous puissions survivre. Et donc c'est quelque chose qui s'est répandu, donc actuellement en cours sur la Wikipédia en ukrainien. Actuellement il y a pas mal de risques contre la liberté d'expression en Ukraine,
il y a donc ce bandeau, justement, en disant « Attention, là, il y a un projet de loi dangereux, nous risquons, nous aussi, d'être concernés par ça, il faut que vous vous mobilisiez contre ça. » Donc, il y a quand même vraiment cette prise de conscience progressive, en fait, de la nécessité non seulement de créer du commun, mais de le préserver. Et jusqu'ici, c'est vrai que les classes wikipédiennes ont assez bien fonctionné, parce qu'on arrive à toucher une population quand même assez large. Et donc, ça permet finalement de démocratiser assez efficacement un enjeu public. Donc, effectivement, je pense que par exemple, sur l'affaire Sopa-Pipa, je pense quand même qu'il y a une mobilisation générale. Bon, il n'y a pas seulement Wikipédia, il y a plein d'autres sites qui étaient impliqués ce jour-là, mais le fait que Wikipédia se mette dedans a quand même contribué à peser dans la balance et a contribué à que le projet de loi soit finalement plus ou moins abandonné. Donc voilà pour l'essentiel. Alors moi, j'aimerais juste faire rapidement donc, 3 petites conclusions. Alors, je ne vais pas tellement parler d'association, mais je pense qu'il y a quand même 3 enseignements que l'expérience Wikipédia peut apporter pour elle en lien avec les biens communs. Tout d'abord, l'idée que Wikipédia est une création spontanée. Donc ça, je pense que c'est quand même intéressant, parce que souvent, on pense souvent à l'association comme quelque chose qui va être décrété à un moment donné, répondre à une intention précise et poursuivre sur ce plan-là. Mais bon, l'expérience de Wikipédia montre qu'en réalité, il peut y avoir des choses qui sont absolument imprévues, qui sont créées de manière absolument imprévue, puis d'un seul coup, justement parce qu'elles sont ouvertes et que la contribution est accessible à tout le monde, peuvent prendre une direction insoupçonnée. L'autre enseignement, c'est l'idée du qui ne dit mot consent. Là, je pense que ça peut être une inspiration éventuellement pour votre association, c'est-à-dire l'idée que c'est pas forcément nécessaire d'organiser périodiquement une assemblée générale, même si bon, c'est un usage de l'association française, mais que ça peut être intéressant simplement de dire voilà, ceux qui veulent prendre la parole la prennent et s'impliquent à ce niveau-là. Et ça permet à la fois de faire des décisions qui soient rapides et en même temps démocratiques, puisque tous ceux qui ont voulu exprimer leur avis ont pu être entendus et ont pu participer au processus de décision. Et puis enfin, dernièrement, c'est sur la question de la préservation des communs. Et là, on voit très clairement avec Wikipédia qu'il y a vraiment une prise de conscience progressive sur le fait que c'est pas tout de créer un commun, mais il faut savoir le défendre.